La famille Kamako était récemment en Afrique pour les obsèques de leur fils Mike Kamako, décédé des suites d'un événement qualifié de mort bête. Il avait voulu répondre à un challenge sur les réseaux sociaux. Il voulait filmer et poster sur les réseaux une plongée dans une étendue d'eau. Il n'avait jamais appris à nager mais tenait à relever le défi en plongeant dans un cours d'eau. Toute sa bande d'amis avait déjà relevé ce défi. Qui, dans la piscine familiale, qui, dans un lac. Il savait qu'en plongeant dans le fleuve, sa vidéo allait générer plus de likes et devenir virale. C'est du moins ce qu'il avait dit à ses petits frères avant d'aller plonger dans le fleuve depuis le haut du pont de l'autoroute. Après avoir plongé dans le fleuve, il n'était jamais remonté en surface et c'est seulement 3 jours plus tard que les autorités avaient retrouvé son corps, après plusieurs jours de recherche. Toute la famille et la communauté de ses parents avaient été choqués par sa mort. Les spécialistes avaient dit que Mike Kamako était certainement en dépression mais personne dans la famille ou dans la communauté n'avait pris cela au sérieux. Mike était très proche de ses parents et ceux-ci auraient remarqué qu'il était en dépression si cela avait été le cas. La seule chose qui avait sauté aux yeux des parents c'est que Mike avait progressivement perdu son intelligence qui faisait leur fierté pendant la première décennie de sa vie. Il faut rappeler que Mike Kamako, comme on l'appelait, était un enfant très spécial. Il était le meilleur dans toutes ses classes à l'école primaire. Ses enseignants n'avaient que des éloges à son endroit. Pourtant après le secondaire Mike était devenu progressivement moins vif d'esprit et plutôt idiot. Il commençait à avoir du mal à avancer dans ses études. Il était incapable de se concentrer sur ses devoirs. Au départ les parents ont mis cela sur les fréquentations de Mike en pensant qu'il avait de mauvais amis. Pourtant tous ses amis avançaient très bien à l'école et même dans le sport. C'est seulement après son décès et en discutant avec les Fotso, une autre famille immigrante qui vivait à 100 mètres de chez eux que les Kamako allaient commencer à comprendre le mystère autour de la mort de leur fils. Les Fotso étaient venus du Cameroun et vivaient dans le quartier depuis 10 ans. Ils avaient un fils nommé Mati de même âge que Mike. Mati Fotso et Mike Kamako étaient d'ailleurs allés ensemble à l'école primaire. Ils avaient souvent été ensemble dans plein d'activités. Avant la tragédie des Kamako, les Fotso avaient eux aussi failli perdre leur fils. Les Fotso avaient remarqué que Mati devenait bizarre après qu'ils avaient été en vacances à Paris chez leur cousin. Alertés par un voyant du Cameroun, ils n'avaient pas hésité à retourner Mati au Cameroun le temps qu'il retrouve ses esprits et son chemin. En effet, après avoir remarqué que son fils était devenu bizarre et régressait sur le plan intellectuel, Madame Fotso en avait parlé avec sa mère au Cameroun et celle-ci s'était précipitée à consulter les voyants appelés Kamsi au Cameroun. Les voyants avaient à l'unanimité souligné que Mati était sous l'emprise d'une entité très forte et qu'il fallait le sortir des griffes de cette entité avant qu'il ne soit trop tard. C'est donc ainsi que les Fotso avaient rapidement organisé un voyage pour Mati au Cameroun et l'avaient installé avec sa grand-mère pour qu'il puisse suivre son désenvoûtement et sa délivrance. Il avait d'ailleurs convenu que Mati ne reviendrait au Canada qu'après avoir obtenu son admission à l'université. D'ailleurs Mati est toujours au Cameroun où il récupère tranquillement. Le récit des Fotso avait emmené les Kamako à chercher à mieux comprendre ce qui avait pu arriver à leur fils. Il y avait beaucoup de similitudes entre les symptômes de Mati et ceux de Mike. Les Fotso n'avaient pas voulu parler de la cause et avaient juste conseillé les Kamako à aller consulter un voyant ou à retourner chercher la cause dans leur pays. Retourner au pays chercher la cause était difficile puisque la famille y revenait et avait dépensé beaucoup d'argent pour le rapatriement du corps de Mike et pour ses obsèques. Ils avaient pourtant besoin de comprendre pour pouvoir bien vivre leur deuil. En se renseignant, ils finirent par tomber sur les traces d'un chaman réputé. Il vivait dans une réserve autochtone dans le nord du pays. Les Kamako prirent toutes les dispositions et allèrent le rencontrer. Dès leur arrivée, ils furent surpris de voir que le chaman était capable de leur raconter les dernières années de vie de Mike. Ils n'étaient pourtant qu'au début de leur surprise. Ils allaient rapidement apprendre qu'il y avait beaucoup de personnes compliquées et de sorciers dans les grandes villes occidentales. C'est-à-dire que la sorcellerie et le maraboutage étaient très présents dans le quotidien mais de façon masquée. Dans leur rue, plusieurs personnes compliquées étaient venues s'installer à cause de la présence de l'école et de la facilité à aborder les enfants près de l'école. Les premières victimes de ces pratiques sont en effet les enfants et le moment privilégié des adeptes de cette magie et de la sorcellerie c'est le moment où ils ont le libre contrôle sur les enfants. Les Kamako allaient apprendre avec douleur que leur enfant avait été envoûté et déduit pendant un séjour chez un camarade du quartier.
En effet, de ce que soulignait le chaman, les soirées pyjama sont généralement les moments privilégiés pour les pratiquants des forces occultes pour agir sur les enfants. Les enfants innocents sont invités pendant ces soirées à jouer à des jeux inconnus et non contrôlés ou validés par leurs parents et sont à la merci des parents de leurs camarades chez qui a lieu la soirée pyjama. Les Kamako sont revenus de chez le chaman avec une meilleure idée sur l'origine de la mort de leur fils. Bien qu'ils s'en veulent un peu de n'avoir pas assez fait attention, ils se sont précipités à relayer les informations du chaman à toute la communauté pour éviter un autre drame. Le chaman recommande de bien réfléchir avant de laisser ses enfants embarquer dans n'importe quel plan ou programme avec leurs copains d'école. Il faut aussi éviter d'envoyer ses enfants dans des maisons qu'on ne connaît pas du tout, juste pour que l'enfant y participe à une soirée pyjama. Ceci a eu une onde de choc dans les cœurs des autres parents de la communauté. Les déclarations du chaman glacent le sang et emmènent tout parent sérieux à se questionner. En réalité, comment se fait-il que nous laissons nos enfants aller dormir chez un camarade dont nous ne connaissons les parents ni d'Adam ni d'Ève? Il est vrai qu'on a déjà suivi des histoires d'horreur où un enfant en allant dormir chez un ami avait été tué dans la nuit par le serpent de la famille de son ami. Cette famille élevait un gros python qui on ne sait pourquoi avait tué l'enfant dans la nuit en le serrant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le serpent n'avait pas cherché à l'avaler, ce qui emmenait plus de questions. On a aussi le cas d'enfants qui ont été complètement défigurés par un chien en allant dormir dans des maisons de leurs amis. Seulement savoir que son enfant pouvait être envoûté ou complètement déduit en allant participer à ces soi-disant soirées pyjama était quelque chose de lourd. En dehors des parents qui déclarent que leurs enfants sont protégés par le sang de l'agneau, tous les autres de la communauté et même ceux des autres pays d'Afrique ayant appris cette histoire ont décidé de ne plus laisser leurs enfants dormir chez des inconnus ou participer à des soirées pyjama chez des gens qu'ils ne connaissent pas du tout. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu pourrais encore laisser ton enfant aller dormir chez des inconnus ou aller à des soirées pyjama dans des maisons où toi-même tu n'es jamais entré? Penses-tu que les conclusions du chaman sont plausibles? Est-ce qu'on peut vraiment influencer sur l'intelligence d'un enfant par la magie? Merci de nous laisser tes commentaires. Mais avant tout, like, partage et surtout abonne-toi si ce n'est encore le cas.